La revanche d'Aletta. L'horloge marquait 2 heures du matin. Le silence qui régnait dans notre chambre n'était rompu que par le ronflement léger de Vitus. Je croyais mon mari, endormi depuis des heures, mais un léger tressaillement sur le bord du lit me fit entr'ouvrir les yeux, que j'avais gardés clos sous ma couette épaisse pour simuler le sommeil. Vitus bougeait lentement, avec une prudence extrême. Il s'assit, saisit son téléphone laissé sur la table de nuit et se glissa sur la pointe des pieds vers le balcon de la chambre. La lumière de la lune, filtrant à travers les rideaux, dessinait sa silhouette robuste. C'était le corps de l'homme que j'avais autrefois aimé éperdument. L'homme que j'avais élevé, d'un simple subordonné au poste de directeur d'une des filiales de l'Empire laissé par mon père. Je tendis l'oreille, mon cœur battant jusque dans ma gorge. Non pas d'amour, mais de l'adrénaline de la haine qui brûlait lentement ma raison. « Salut, chérie », murmura-t-il. Sa voix était basse, mais pour mon oui aux aguets, elle était d'une clarté tranchante. Oui, elle dort. Elle dort comme une souche. Elle ne se doute de rien. C'était un son écœurant. Ne t'inquiète pas, Mirella. J'ai tout réglé. Les titres de propriété des biens immobiliers, les bâtiments commerciaux, même les actions de la société mère. Le mois dernier, j'ai réussi à falsifier sa signature. Cet avocat acheté a fait un travail remarquable. Légalement, presque 80% de la fortune d'Aletta est déjà à mon nom. Une femme stupide qui a trop fait confiance à son mari. Je me mordis la lèvre inférieure jusqu'à sentir le goût du sang. Il m'avait traité de femme stupide. Pendant 7 ans, j'avais bâti l'héritage de mon père, multiplié la fortune, et il pensait que j'étais trop sotte pour remarquer les mouvements de mes propres finances. Demain est le grand jour, continua Vitus, sa voix de plus en plus excitée. Je lui ai dit que je partais pour un voyage d'affaires d'1 semaine à Francfort, mais à la place, nous nous envolons. Pour Paris, mon amour. Nous nous y marierons. Ensuite, nous ferons le tour de l'Europe en lune de miel avec l'argent de cette idiote. Aucune larme ne coula. C'était étrange. N'importe quelle autre épouse se serait effondrée en entendant cela, mais je ne ressentais qu'un froid polaire. Mon cœur s'était glacé. La douleur était là, mais elle était étouffée par un dégoût dévorant. Ah, et les bijoux et le liquide dans le coffre. Je rafle tout. Demain matin. Je lui demanderai de recharger ma carte de crédit premium au maximum. Tu sais que le plafond est de plusieurs dizaines de millions, n'est-ce pas? Nous ferons du shopping sur les champs, Élysée jusqu'à épuisement. J'entendis le bruit d'un baiser envoyé au téléphone. Moi aussi je t'aime, Mirella. Sois patiente. Demain soir, nous serons libres. Adieu la pauvreté. Adieu à l'État, espèce de bourreau de travail ennuyeuse. Vitus raccrocha et revint dans la chambre. J'apaisai immédiatement ma respiration, comme si j'étais plongé dans un sommeil profond et paisible. Il se glissa dans le lit, remonta la couette et fit quelque chose qui me donna envie de vomir. Il embrassa mon front. Dors bien, ma petite bienfaitrice, murmura-t-il si bas que c'était presque inaudible, mais j'avais compris. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. Je fixais le plafond sombre en assemblant chaque pièce de mon plan déjà préparé. Vitus ignorait une chose cruciale. 3 mois plus tôt, quand j'avais senti pour la première fois le parfum d'une autre femme sur sa chemise, j'avais engagé un détective privé. Je savais tout de Mirella, l'ancien mannequin en faillite, noyé sous les crédits rapides. Quant à la fortune, Vitus pensait avoir été malin en corrompant un avocat, mais il avait oublié qui j'étais. J'étais à l'État. L'avocat qu'il avait acheté était l'un de mes confidents les plus fiables, qui jouait simplement un rôle. Les documents que Vitus avait signés n'étaient pas des transferts de propriété. C'était une reconnaissance de dette juridiquement contraignante et une modification du contrat de mariage par laquelle, en cas d'infidélité, il renonçait à tout bien commun. Il n'avait pas transféré ma fortune, il avait signé son propre arrêt de mort financier. Mais cela ne suffisait pas. Reprendre mes biens aurait été trop stérile pour un tel traître. Je voulais qu'il ait l'impression de voler haut, de toucher les nuages, avant de le précipiter dans un abîme sans fond. Demain serait le grand spectacle. Le matin arriva avec un soleil éclatant, en contraste total avec les ténèbres de mon cœur. Je me levai la première et préparai le petit déjeuner comme une épouse dévouée. Une omelette fumante au fromage de chèvre et aux épinards, la préférée de Vitus, était sur la table quand il descendit, reposé et arborant un faux sourire. « Bonjour, chérie », dit-il avant de s'asseoir et de commencer à dévorer. « Waouh, c'est divin. Tu es vraiment la meilleure épouse. » Je souris, en lui versant du café. « Bien sûr, puisque tu pars pour ce voyage important à Francfort aujourd'hui. Je dois m'assurer que tu sois bien nourrie et en bonne santé. » Vitus s'étouffa un peu, puis rit nerveusement. « Ah, oui, Francfort. Hein? Projet énorme. Il se peut que je sois très occupé, alors si je ne réponds pas immédiatement à tes messages, ne m'en veux pas. » « Très bien, je comprends,
Mon cœur, tu travailles si dur pour notre avenir commun et pour Senj, répondis-je doucement. Senj, notre fille de 5 ans, dormait encore. Dieu, merci, elle n'avait pas à voir le visage hypocrite de son père ce matin. Soudain, Vitus posa sa fourchette. Son expression devint sérieuse. Il activa le mode manipulateur. Ali, écoute. Pour les frais de fonctionnement là, j'aurais besoin d'une somme assez importante en liquide ou en fonds liquides. Le plafond de la carte d'entreprise est épuisé à cause des paiements au fournisseur de la semaine dernière. Pourrais-tu transférer environ 800 millions de forains sur mon compte personnel, ou simplement recharger le sous-compte que j'utilise? 800 millions de forains. Une somme fantastique pour un voyage d'affaires d'une semaine. Il voulait vraiment me plumer avant de disparaître. Je le regardais au fond des yeux. Il n'y avait pas de culpabilité, seulement de l'avidité. 800 millions? N'est-ce pas un peu beaucoup pour l'hôtel? Il y aura aussi la gestion des clients, chérie. Tu sais comment ça se passe. Pour convaincre les investisseurs, il faut du capital. Dès que l'affaire sera conclue, l'argent reviendra décuplé, insista-t-il, posant sa main sur la mienne. La même main qui avait appelé Mirella cette nuit. Très bien, dis-je avec un doux sourire. Je ferai le virement cet après-midi. Concentre-toi sur tes préparatifs. Un demi-sourire triomphant apparut sur ses lèvres. Merci, Ali. Cet après-midi-là, Vitus commença son action. Je l'épiai à travers l'entrebâillement de la porte de mon bureau. Il ouvrit le grand coffre-fort, dont je lui avais donné le code comme signe de fausse confiance. D'un geste rapide, il prit les liasses de billets, l'héritage de ma mère, les bijoux en diamants, les montres Rolex et plusieurs lingots d'or. Il fourra tout dans un petit sac à dos noir. Puis il mit ce sac dans sa grande valise Louis Vuitton, en le recouvrant de couches de vêtements Gucci et Armani pour faire croire à une simple valise de vêtements. Parfait, je l'entendis murmurer. L'après-midi, je transférai les 800 millions de forains sur son compte. Une notification apparut sur son téléphone, et il exulta. L'argent est là. Tu es la meilleure, Ali. Fais attention à toi sur la route, mon cœur, dis-je. D'un ton neutre. La nuit tomba. Vitus se doucha et se prépara. Il dit que son avion partait aux petites heures, il partirait donc pour l'aéroport à 22h. En attendant, il joua un peu avec Senj jusqu'à ce que la petite s'endorme. À 21h, Vitus alla aux toilettes, une habitude nerveuse. C'était ma chance. J'avais 10 minutes. Le cœur battant, j'entrai dans le dressing. J'avais déjà préparé une valise Louis Vuitton identique. Même modèle, même couleur, j'avais même reproduit la petite égratignure sur la poignée. Seul le contenu différait. J'ouvris la vraie valise de Vitus. L'éclat de l'or et les liasses d'argent m'accueillirent. Sans perdre une seconde, je la refermai et la cachai sur l'étagère la plus haute du dressing, derrière une pile de draps de rechange. Puis je sortis la fausse valise que j'avais préparée. Qu'y avait-il dedans? Je grimaçai un sourire. Ni diamant, ni argent. Mais les blouses élimées et jetées, de notre gouvernante, des torchons graisseux, quelques briques pour que le poids corresponde, et des liasses de vieux journaux. Au sommet, je posai un ensemble de sous-vêtements féminins bon marché et déchirés, et une petite note écrite à la main. Je fermai la valise piégée, la verrouillai et la plaça exactement là où se trouvait l'original. Terminé. 1 minute plus tard, Vitus sortit de la salle de bain. Il avait l'air frais et sentait le parfum cher. Il jeta un œil à la valise sans aucun soupçon. Je pars, Ali, dit-il en tirant la valise derrière lui. Elle semble assez lourde pour une semaine. N'oublie pas de me rapporter un souvenir, dis-je en étouffant le rire qui menaçait de monter. Bien sûr, je t'apporterai quelque chose que tu n'oublieras jamais, répondit-il avec un double sens. Il m'embrassa sur la joue, un baiser de Judas, puis sortit de la maison avec assurance, traînant une valise pleine de déchets de cuisine, croyant porter son futur plein de trésors. Je restai sur le seuil et lui fis signe. Dès que l'Uber qu'il avait appelé disparut au coin de la rue, un large sourire envahit mon visage. Bon voyage, mon chéri. Profite de Paris avec les vieux sous-vêtements. Je rentrai, verrouillai la porte et me versai un verre de vin cher. Je m'assis sur le canapé, regardant l'heure. Le trajet vers l'aéroport Liszt-Ferenc prenait 1 heure. Enregistrement, contrôle de sécurité. Ils n'ouvriront sûrement pas cette valise avant d'être arrivés à l'hôtel parisien demain. Mais ma première surprise arriverait bien plus tôt. Dès qu'il atteindrait l'aéroport, mon message d'adieu ferait mouche. Mon téléphone vibra. Notification de l'application bancaire, accès de l'utilisateur autorisé suspendu. Ah, que le jeu commence. Au terminal 2B de l'aéroport Liszt-Ferenc, la foule grouillait cette nuit-là. Mais pour Vitus, le monde n'appartenait qu'à eux deux. D'un air suffisant, il descendit de la voiture noire, traînant la valise Louis Vuitton qui, pensait-il, contenait son avenir. Dans son esprit, cette valise ne contenait pas seulement des vêtements,
mais son ticket pour la liberté, du liquide, des lingots d'or et des diamants suffisants pour vivre dans le luxe en Europe pendant des années, sans jamais avoir à travailler. Il se dirigea vers le comptoir d'enregistrement des vols internationaux. Là, près d'un grand pilier, une femme en trench coat beige, lunettes de soleil et béret bordeaux l'attendait. L'apparence de Mirella était frappante, comme une célébrité camouflée. En réalité, elle n'était qu'une femme entretenue sur le point de devenir l'épouse légale d'un fugitif. « Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps, bébé ?» se plaignit Mirella, s'accrochant au bras de Vitus, ignorant les regards des autres. C'était si ennuyeux d'attendre. Vitus rayonnait, embrassa la joue de Mirella. « Tout est prêt. Tu vois cette valise, Vitus ?» Tapota fièrement le sac. « C'est la clé de notre bonheur. Elle est pleine à craquer. » Les yeux de Mirella, cachés derrière ses lunettes de soleil, brillèrent d'avidité. « Sérieusement, tu as réussi à tout emporter ? Cette idiote d'Aleta n'a rien soupçonné ?» Vitus rit avec mépris. « Elle m'a même préparé le petit déjeuner et m'a baisé la main avant que je parte. Elle croit que je vais travailler dur pour elle et notre fille. Pathétique. » Ils ricanèrent tous les deux. Ce rire était plein de corruption morale. Après un enregistrement sans encombre et le contrôle de sécurité à l'état, n'ayant encore rien signalé, ils s'installèrent dans le salon exclusif. Vitus commanda une coupe de champagne. Il se sentait au sommet du monde. L'adrénaline de son succès était grisante. Tout en sirotant son champagne, Vitus sortit son téléphone. Il regarda la photo de profil d'Aleta sur l'application de messagerie. Une image de sa femme à l'air innocent, souriant en serrant Senge. Ce visage lui apportait autrefois la paix. Maintenant, il ne lui rappelait que sa propre insécurité, le fait qu'il devait vivre dans l'ombre du succès de sa femme. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Mirella, voyant Vitus fixer son téléphone. Intensément. « Je mets fin à cette comédie, » grogna Vitus. « Je ne veux pas attendre demain. Je veux qu'elle sache maintenant. Je veux imaginer son visage s'effondrer pendant que nous volons au-dessus des nuages. » Mirella sourit, méchamment. « Fais-le, bébé. Qu'elle sache qui est le vainqueur. » Les doigts de Vitus dansèrent sur l'écran. Il tapa un message qu'il avait déjà formulé depuis longtemps dans sa tête. Des mots conçus pour blesser, humilier et détruire mentalement Aleta. Sans hésiter, il appuya sur envoyer. De l'autre côté de la ville, dans un appartement de luxe qui semblait maintenant silencieux, j'étais assise sur le canapé du salon avec un verre de vin rouge. J'avais éteint les lumières, seule la lueur muette de la télévision éclairait mon visage. Mon téléphone vibra sur la table basse en marbre. Je jetai un œil. Le nom de mon mari apparut sur l'écran. Ah, l'heure était venue. Calmement, je pris le téléphone, le déverrouillai et lus le long message qui venait d'arriver. Vitus, salut, espèce d'idiote. Sache qu'au moment où tu lis ceci, je suis déjà dans l'avion. Je ne vais pas à Francfort. Je vais à Paris avec Mirella, une femme qui sait comment me satisfaire. Nonfla. Pas comme toi, espèce de bourreau de travail coincée et ennuyeuse. À partir de maintenant, je divorce. N'attends pas mon retour. Et j'ai emporté ta fortune. Regarde ton coffre vide. Les titres de propriété, le liquide, les bijoux, tout est entre mes mains dans cette valise. Que j'emporte. J'ai aussi vidé tes comptes. Tu te croyais si maligne avec ton entreprise. Maintenant, tu n'es plus qu'une pauvre femme pathétique. Mirella et moi allons vivre comme un roi et une reine en Europe avec ton argent. Je lus le message une fois, puis une seconde fois. Pas de larmes, pas d'hystérie, juste un amusement dévorant. Il était si sûr de lui. Il pensait vraiment avoir gagné. Vitus s'attendait à ce que je jette mon téléphone contre le mur, que je hurle, que je pleure, puis que je l'appelle en le suppliant. Il voulait savourer ce drame. Mais je suis une joueuse d'échecs, pas une actrice de feuilleton. D'une main stable, je tapais une courte réponse. Je choisis l'émoji, au sourire le plus large, ce visage jaune qui plisse les yeux et souria. Pleine dents. Moi. Je suis contente pour vous. Amusez-vous bien. C'était tout. 5 mots et un symbole qui représentaient la mort imminente de son ego. Après l'envoi, j'ouvris immédiatement mes contacts et cherchai le numéro du docteur Kovac, mon gestionnaire de banque privée qui gérait tous mes comptes d'entreprise et personnels. Allô, Madame Aleta. En quoi puis-je vous aider ce soir? La voix du docteur Kovacs était immédiate et professionnelle. Docteur Kovacs, excusez-moi pour cet appel tardif. Nous devons activer le protocole de sécurité de niveau 1 dont nous avons parlé la semaine dernière, dis-je sans émotion. Un instant de silence suivit à l'autre bout du fil. Le docteur Kovacs savait exactement ce que cela signifiait. En êtes-vous sûr, madame? Cela coupera tout accès au détenteur de la carte secondaire, monsieur Vitus, Y. Compris cette carte bancaire privée que vous venez de recharger, et bloquera son accès à la banque mobile. Sa fortune sera totalement verrouillée.
Faites-le maintenant, Dr Kovac. À cet instant précis. Et encore une chose, déclarez ces cartes de crédit comme volées. S'il tente de les utiliser à l'étranger, la machine les refusera ou enverra immédiatement une alerte à la sécurité. Très bien, madame. C'est déjà en cours. Et, voilà. Tous les axes en Monsieur en Vitus sont totalement bloqués à partir de cet instant. Merci, Dr Kovac. Bonne nuit. Je posai le téléphone. Mon sourire s'élargit. Vitus, là, haut dans le ciel, tenait une bombe financière à retardement. Dans la salle d'attente de l'aéroport, Vitus s'assombrit quand la réponse d'Aleta arriva. Je suis contente pour vous. Amusez-vous bien. Vitus fixa son téléphone, confus. C'est tout? C'est tout ce qu'elle a dit? Murmura-t-il. Pourquoi, elle n'a pas pété les plombs? Demanda Mirella, se penchant curieusement vers lui. Non. Elle a envoyé un émoji souriant et a dit de bien nous amuser, répondit Vitus, incrédule. Elle ne m'a pas insulté. Elle ne m'a pas appelé. Mirella rit. Un rire aigu qui fit se retourner quelques personnes. Oh, elle est sûrement sous le choc. Son cerveau a dû court-circuiter. Ou alors elle n'a pas encore regardé le coffre. Elle croit, sûrement que tu plaisantes, bébé. Laisse tomber. Quand elle verra que le coffre est vide et que son compte est à zéro, c'est là qu'elle deviendra folle. Vitus essaya de rationaliser la situation. Mirella avait raison. Aleta était probablement dans le déni, ou trop choquée pour réagir normalement. Quelle femme étrange. Enfin, peu importe. L'important est que nous sommes libres. On annonça l'embarquement pour les passagers de la classe affaires. Ils se levèrent. Vitus serrait la valise de manière possessive. Il ne laissa même pas un porteur Y touché. C'est ma vie, pensait-il. Ils marchèrent dans la passerelle. En passant devant l'agent d'embarquement, une pointe d'anxiété traversa Vitus, craignant qu'Aleta n'ait déjà appelé la police. Mais l'agent lui sourit, gentiment et lui souhaita la bienvenue à bord. Vitus souffla de soulagement. Nous sommes en sécurité. On a vraiment réussi. À l'intérieur de l'avion, ils s'installèrent dans des sièges confortables, transformables en lit. Une hôtesse de l'air leur proposa des boissons. Bienvenue à bord. Vitus commanda encore du champagne. À notre nouvelle vie, dit-il en trinquant avec Mirella. Au sac de Mirella et au grand shopping à Paris. Répondit Mirella en faisant un clin d'œil. L'avion commença à rouler vers la piste. Vitus regarda par le hublot, voyant les lumières de Budapest devenir de plus en plus petites au fur et à mesure que l'avion décollait. Il se sentait comme un roi quittant son ancien empire en ruine pour construire un nouveau palais. Adieu Budapest. Adieu Aleta, murmura-t-il. Il n'avait aucune idée que les cartes dans son portefeuille n'étaient plus que des morceaux de plastique inutiles. Il n'avait aucune idée que la valise dans le compartiment au-dessus de sa tête était pleine de vieilles blouses de ménage moisies. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il avait traitée de stupide était assise tranquillement chez elle, surveillant leurs mouvements et préparant les chiens de chasse pour le moment où il atterrirait. Vitus ferma les yeux, s'imaginant déambulant sur les champs, Élysée, entrant dans la boutique Louis Vuitton et achetant à Mirella tout ce qu'elle désirait, simplement en glissant la carte platine d'Aleta. Le fantasme était si beau, si réel. Bébé, murmura Mirella à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. Quand nous arriverons à Paris, nous irons directement dans cet hôtel 5 étoiles, n'est-ce pas? Je veux aller au spa. J'ai mal partout. Tu auras tout ce que tu veux, ma reine. Il y a 800 millions sur la carte et encore des millions en liquide dans la valise. Si tu voulais acheter la tour Eiffel, je m'en arrangerais, plaisanta-t-il. Ils rirent encore, une dernière fois avant la tempête. L'avion traversa les nuages sombres de la nuit, emportant deux âmes, cupides vers un destin qu'une épouse trahie avait réécrit. Sous eux, Budapest disparut lentement. Mais la vengeance d'Aleta venait de décoller, volant plus vite que l'avion lui-même, et elle les attendait à Paris avec un sourire mortel. Chez moi, je posais mon verre de vin vide. J'entrai dans la chambre de ma fille et embrassai son front pendant qu'elle dormait profondément. Papa est parti, ma puce, murmurai-je. Il a choisi lui-même le chemin qui mène à la destruction. À partir de demain, nous bâtirons un nouvel empire, sans parasites, ni traîtres. Je retournai dans la chambre principale et regardai le côté vide de Vitus sur le lit. C'était froid. Mais pour une raison inconnue, ce soir, je ressentais de la chaleur. La douleur était encore là, mais l'attente de l'heure chute était bien plus forte. J'avais hâte de recevoir cet appel paniqué. J'avais hâte d'entendre le rugissement du lion se transformer en petit couinement de souris acculée. Paris serait leur témoin, non pas de leur amour, mais de leur stupidité. Et moi, Aleta, je regarderais le spectacle depuis le premier rang, même à des milliers de kilomètres de distance. Les roues de l'avion touchèrent en douceur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris.
Le léger choc de l'atterrissage était comme les applaudissements d'ouverture de la nouvelle vie imaginée par Vitus. Sur le siège à côté de lui, Mirella s'étira paresseusement, retira son masque de sommeil en soie et regarda Vitus avec un sourire triomphant. « Nous y sommes, bébé, murmura-t-elle. L'odeur de la liberté, acquiesça Vitus en ajustant le col de sa chemise, et l'odeur de la richesse. Allons-y, Paris attend sa reine. Ils débarquèrent la tête haute. L'air frais de l'automne parisien effleura leur peau alors qu'ils quittaient le terminal. Mais pour Vitus, cet air semblait aussi chaud qu'une étreinte pleine de billets. Lors du passage à la frontière et de la récupération des bagages, Vitus ne lâcha pas une seule fois la poignée de la valise Louis Vuitton. Il refusa les offres des porteurs, déclina toute aide. Il gardait cette valise comme si elle contenait son propre cœur, ce qui, ironiquement, était vrai, elle cachait sa chute. « On va directement à l'hôtel ?» demanda Mirella, pendant qu'il faisait la queue pour les taxis exclusifs. « Bien sûr. Au Meurice, qui donne sur le jardin des Tuileries. »« J'ai réservé la meilleure suite, » répondit Vitus avec suffisance. « Ensuite, nous ouvrirons ce coffre au trésor. Nous nous baignerons dans l'argent, puis nous ferons du shopping jusqu'à ce que les magasins ferment. » Ils montèrent dans un élégant taxi Mercedes noir. Pendant le trajet à travers Paris, Mirella était occupée à poster des stories sur ses réseaux sociaux, qu'elle avait soigneusement cachés à toute leur connaissance commune partagée avec Aletta. Mais elle oubliait qu'Aletta avait des yeux et des oreilles partout. Vitus ne faisait que sourire, regardant la tour Eiffel au loin, sentant qu'il avait conquis le monde. Arrivé au somptueux hôtel 5 étoiles, un portier en uniforme ouvrit la portière de la voiture. Dans le hall, un gigantesque lustre de cristal se reflétait sur le sol de marbre poli. Vitus s'avança avec assurance vers la réception, tandis que Mirella s'asseyait sur un canapé en velours, faisant semblant d'être occupée avec son téléphone pour paraître être une dame de la haute société. « Bonjour, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» accueillit poliment la réceptionniste en anglais, avec un fort accent français. « J'ai une réservation au nom de Vitus Archet. » La suite, dit Vitus d'un ton hautain en posant son passeport sur le comptoir. L'employé tapa un instant sur son ordinateur. « Ah, oui, monsieur Archet. Pour le dépôt de garantie et le paiement complet du séjour d'une semaine, je vais avoir besoin de votre carte de crédit. » Bien sûr. Vitus sortit sa carte bancaire privée noire et brillante, celle sur laquelle il pensait qu'il y avait 800 millions de forains. Après le virement d'Aletta hier. Il l'attendit avec un geste grandiloquent. La réceptionniste inséra la carte dans le terminal. Un instant de silence. Bip. Une lumière rouge clignota. La réceptionniste fronça les sourcils. Elle essaya, de nouveau. Bip. Encore la lumière rouge. « Je suis désolé, monsieur Archet. La carte a été refusée, dit-elle poliment, bien que son regard ait un peu changé. Vitus rit nerveusement. Oh, c'est impossible. C'est une carte. Privilège, elle n'a pas de plafond. Votre machine est sûrement en panne, ou la connexion a été coupée. Réessayez. La femme essaya une troisième fois. Le résultat fut le même. Toujours refusé. Monsieur, le message indique, saisie de la carte. Je devrais confisquer la carte pour des raisons de sécurité, mais comme vous êtes notre client, je vous la rends. Avez-vous une autre carte? Le visage de Vitus commença à brûler. Il sentit la sueur froide couler dans dos. C'est sûrement une erreur système de la banque au pays. Bande d'incapables, murmura-t-il. Utilisez celle-ci. Vitus sortit sa carte de crédit platine personnel, qui était une carte secondaire liée au compte principal d'Aletta. Bip. Refusé. Vitus sortit une troisième carte. Refusé. Là, que derrière Vitus s'allongeait. D'autres clients élégants commencèrent à chuchoter et à le toiser avec des regards condescendants, comme s'ils disaient « Qui est ce type fauché d'Europe de l'Est qui se fait passer pour un riche ?» Mirella, remarquant que quelque chose n'allait pas, s'approcha. « Qu'est-ce qui se passe, bébé? Pourquoi c'est si long? » « C'est gênant, murmura-t-elle avec irritation. « Toutes les cartes sont refusées, » chuchota Vitus avec panique. « Tu as une carte de crédit? Utilisons la tienne pour l'instant. Je te rembourserai en liquide dès que nous ouvrirons la valise. Il y a des millions dedans en liquide. Ne t'inquiète pas. » Mirella grogna. « Tu es sérieux? Tu avais dit que tout était réglé. » D'un air maussade, Mirella sortit sa propre carte de crédit, une carte au plafond modeste qu'elle gardait jalousement. Heureusement, la carte de Mirella fonctionna pour le dépôt d'une nuit. Seulement une nuit? Pour une seule nuit, monsieur, confirma la réceptionniste. Oui, pour une nuit pour le moment. Je paierai le restant liquide demain. S'emporta Vitus, arracha la clé de la chambre et saisit brusquement la main de Mirella. Sa fierté était en ruine dans ce hall luxueux. Ils allèrent en silence vers l'ascenseur. Mirella bouillonnait de colère. « Tu es si gênant, »
cracha-t-elle dès que les portes de l'ascenseur se refermèrent. Tu te prétends directeur, mais toutes tes cartes sont refusées. Ne me dis pas. Qu'Aletta sait déjà. Impossible, nia Vitus rapidement, bien que son cœur commence déjà à douter. C'est probablement juste une maintenance du système, où elle a bloqué les cartes. Elle ne sait rien du liquide et de l'or, dans la valise. C'est ça qui compte vraiment. La valeur de cette valise est bien plus grande que le plafond de ces stupides cartes. Quand ils atteignirent la suite somptueuse, Vitus n'eut pas le temps d'admirer la vue sur la tour Eiffel depuis la fenêtre. Il jeta immédiatement la valise. Louis Vuitton sur l'immense lit. Maintenant je vais te prouver, dit Vitus, en respirant difficilement. Il regarda Mirella. Tu vas voir une montagne de consa, billets et d'or. Tu vas regretter de t'être mise en colère contre moi. Mirella croisa les bras. Bon, ouvre-la maintenant. La main de Vitus tremblait légèrement pendant qu'il réglait la serrure à code. Clic. La serrure s'ouvrit. Clic. L'autre côté aussi. Le cœur de Vitus battait. La chamade, il imaginait l'éclat de l'or qui apaiserait son âme. D'un geste dramatique, il tira la fermeture éclair et ouvrit brusquement la valise. Voilà. Le mot s'étrangla dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent, sortirent, presque de leurs orbites. Son souffle se coupa, comme si une main invisible l'étranglait. Silence. La chambre de luxe était d'un calme spectral. Seul le tic-tac d'une horloge se faisait entendre. À l'intérieur de la valise, il n'y avait pas de liasse de billets de 20 000 forains, il n'y avait pas de lingots d'or brillants, ni de boîtes en velours remplies de diamants. Seulement un tas de chiffons sales et usés. Mirella s'approcha, les yeux plissés. Quoi ça? Vitus se figea. Ses mains tremblaient violemment alors qu'il plongeait dans la valise. Il en sortit un morceau de tissu décoloré à fleurs, déchiré sous les aisselles. C'était l'une des vieilles blouses de notre gouvernante. Il sortit un autre chiffon. Un torchon de cuisine qui portait encore des taches de graisse, de nourriture séchée. Une odeur de moisi, de vieille sueur et de mélange, d'épices de cuisine envahit immédiatement la chambre d'hôtel qui sentait la lavande. Sous les blouses et les chiffons sales se trouvaient plusieurs briques, rouges emballées dans de vieux journaux, c'étaient les poids qui rendaient la valise si convaincante. Où est l'argent? La voix de Mirella monta d'une octave. Vitus, où est l'argent? Vitus commença à fouiller la valise comme un fou. Il jeta les vieilles blouses sur le sol, retourna les journaux, cherchant un compartiment secret qui n'avait jamais existé. Non, ce n'est pas possible, murmura Vitus, le visage aussi pâle qu'un fantôme. Je l'ai mis dedans. Je l'ai vu. L'or, l'argent. Puis ses yeux se posèrent sur quelque chose. Au fond de la valise, sous le tas d'ordures, se trouvait une enveloppe rose parfumée. Elle contrastait vivement avec le contenu dégoûtant de la valise. D'une main tremblante, Vitus l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photo et une feuille de papier. La photo était un selfie d'Aletta, souriant doucement, tenant les liasses d'argent et le collier de diamants qui auraient dû se trouver dans cette valise. Et la note était écrite avec une belle encre dorée. Salut, mon très cher ex-mari. Comment est Paris? Magnifique, j'espère. J'espère que tu aimes ma nouvelle collection de chiffons d'automne. Ce sont les vieux vêtements de notre gouvernante qu'elle allait justement jeter. Mais, j'ai pensé qu'ils iraient mieux sur ton adorée briseuse de ménage que dans l'incinérateur. Tu pensais que je ne savais pas? Tu pensais que j'étais stupide. J'ai échangé les valises pendant que tu étais aux toilettes, Vitus. Pendant que tu étais occupé à te débarrasser de moi, je me suis débarrassé de toi. Profite de Paris sans un centime à ton nom. Tes cartes sont mortes. Ta fortune s'est envolée. Et oh, Mirella, j'espère que tu aimes les hommes pauvres, car Vitus est maintenant plus pauvre qu'un mendiant dans les rues de Budapest. Félicitations à vous deux, vous êtes devenus des clochards internationaux. Sincèrement, Aletta, la véritable propriétaire de ta fortune. Le papier tomba des mains de Vitus. Ses genoux faiblirent. Il s'effondra sur l'épaisse moquette, au milieu d'un cercle de vieilles blouses et de torchons. Vitus. Le cri de Mirella déchira le silence. Elle arracha la note, la lut, puis jeta son sac au visage de Vitus. Espèce d'idiot, menteur, imbécile, hurlait Mirella de manière hystérique, frappant Vitus avec son sac. Tu avais dit que tu étais riche. Tu avais dit que tu avais tout emporté. Il s'avère que tu n'as apporté que des ordures. Nous sommes à Paris, Vitus. À Paris, sans argent. Sur ma carte, il n'y avait assez que pour une seule nuit dans cet hôtel. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment on va rentrer? Vitus ne répondit pas. Il fixait simplement le tas de briques avec un regard vide. Son monde s'était effondré. Le plafond de la chambre d'hôtel semblait lui être tombé dessus. Il se rappela le sourire matinal d'Aletta, le baiser sur sa main. L'omelette. Amusez-vous bien, avait-elle écrit dans son message. Maintenant, il comprenait.
Ce n'était pas un vœu de bonheur, mais un arrêt de mort. Derrière la fenêtre, la tour Eiffel scintillait magnifiquement, comme si elle se moquait des deux imbéciles qui étaient passés du sommet du monde au plus profond de l'enfer en quelques minutes. La première nuit à Paris, qui aurait dû être passionnée et luxueuse, se transforma en un match de boxe sans arbitre. La suite présidentielle du Meurice était en ruine, non pas à cause des ébats amoureux, mais à cause de la guerre. Espèce d'ordure menteuse, hurlait Mirella, sa voix déjà enrouée. Après 2 heures d'insultes continues, elle jeta des oreillers, un petit vase et même le menu du room service sur Vitus, qui était recroquevillé dans le coin d'un canapé. Le visage autrefois suffisant de Vitus était maintenant hagard. Une griffure rouge barrait sa joue, la marque des ongles de Mirella quand il s'était battu pour son portefeuille afin de vérifier le reste d'argent liquide, qui s'était avéré n'être que quelques dizaines de milliers de forains, et quelques euros de monnaie du taxi. Mirella, calme-toi. Nous devons réfléchir clairement, essaya de se défendre Vitus en levant les mains. Hurler ne transformera pas cette valise en argent. Réfléchir clairement? Mirella rit hystériquement. Le maquillage coulait sur son visage, ce qui, là, faisait ressembler à un fantôme. Tu m'as traîné dans un pays étranger en me promettant des sacs Hermès et un tour d'Europe. Mais tu n'as rien apporté, d'autre que des ordures. Tu sais quoi, Vitus? J'ai quitté mon ancien protecteur. Pour toi, j'ai tout mis en jeu parce que je croyais que tu avais réussi à arnaquer ta femme. Il s'avère que c'est toi qui t'es fait arnaquer. Ces mots frappèrent Vitus au plexus. Arnaquer. Le mot résonnait dans sa tête. L'image d'Aletta lui tendant la valise en souriant le hantait. Comment avait-il pu être aussi stupide, aussi naïf, pour croire qu'Aletta n'était qu'une ménagère, ignorante? Aletta était une femme d'affaires. Elle était habituée à lire ses adversaires. Et Vitus, son propre mari, avait été le plus facile à lire. On a encore nos billets de retour, n'est-ce pas? Demanda soudain Mirella, ses yeux brillants d'un espoir. Regarde tes emails. Les billets, Vitus fouilla rapidement dans sa poche pour son téléphone. Il essaya d'ouvrir la confirmation. Du billet d'avion. Quoi? Ne me dis pas que nos billets de retour ont été annulés. La voix de Vitus tremblait. Je viens de recevoir la notification. L'achat du billet a été annulé par la compagnie aérienne parce que le moyen de paiement a été signalé pour fraude. Aletta. Elle a annulé notre voyage de retour. Mirella laissa échapper un long cri et s'effondra au sol. Elle sanglotait, frappant du poing la moquette de prix. Ils étaient piégés sur un autre continent, sans argent, sans billet de retour. Et demain matin, ils devront quitter l'hôtel, car le dépôt sur la carte de crédit de Mirella n'était suffisant que pour une seule nuit. Le matin parisien arriva avec un ciel gris et nuageux, comme s'il portait le deuil du destin des deux personnes cupides. À 11 heures du matin, le téléphone de la chambre sonna. La réceptionniste leur rappela l'heure du check-out. Vitus et Mirella quittèrent la chambre d'un pas lourd. Leurs estomacs criaient famine. Ils n'avaient rien mangé depuis l'avion la veille. La faim commençait à ronger leur raison, ne laissant derrière elle que l'instinct de survie ancestral. Vitus traînait la valise Louis Vuitton vide. Il en avait jeté le contenu, les briques, et les torchons étaient restés dans la poubelle de la salle de bain. Maintenant, la valise était vide, légère comme sa fierté. Il la portait encore, espérant que c'était peu, être la seule chose de valeur qu'il pourrait vendre. Dans le hall, le regard autrefois amical de la réceptionniste était maintenant froid. La clé de la chambre, monsieur, exigea-t-elle sans sourire. Après le check-out, ils furent poussés dehors par la porte tambour de l'hôtel, de retour sur le trottoir froid de Paris. Un vent d'automne glacial les accueillit. Mirella resserra son mince trench coat. Elle tremblait, non seulement de froid, mais aussi de peur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda brusquement Mirella. J'ai faim, Vitus. Je veux manger. Moi aussi j'ai faim, Mirella. Arrête de geindre. S'emporta Vitus, perdant patience à cause de la tension. Cherchons du Wi-Fi gratuit. Je dois appeler Aletta. C'est notre seule issue. Tu vas lui demander de l'aide? Tu n'as pas honte? Se moqua Mirella. Au diable la honte. Tu veux geler ici dehors et devenir sans abri? Ils marchèrent le long de la rue. Dans les vitrines des boulangeries, des croissants et des macarons tentants se pavanaient, leur faisant venir l'eau à la bouche, mais ils ne pouvaient qu'avaler leur salive. Des gens portant des vêtements à la mode passaient à côté d'eux, riaient, profitaient de la vie. Vitus et Mirella se sentaient comme des parias étrangers. Enfin, ils trouvèrent un parc public avec Wi-Fi gratuit. Vitus s'assit sur un banc froid, sa main tremblait pendant qu'il ouvrait l'application de messagerie. Ma femme était encore là dans ses contacts. Il avait voulu l'effacer, mais maintenant ce nom était son seul espoir. Vitus appuya sur le bouton d'appel vidéo. Ça sonnait et ça sonnait. Le cœur de Vitus faillit bondir de sa poitrine. Décroche, Ali, s'il te plaît, décroche. Soudain,
l'image changea sur l'écran. Le visage d'Aleta apparut. Elle était assise dans son grand fauteuil de directrice dans son bureau, portant un élégant blasé blanc. Derrière elle, on voyait la silhouette de Budapest. Elle semblait forte, magnifique, et ce qui était le plus douloureux pour Vitus, incroyablement heureuse. Salut, ex-mari, l'accueillit Aleta, sa voix était neutre. Il n'y avait pas de colère, seulement un calme effrayant. Comment est Paris? Tu as déjà fini ton grand shopping, Aleta? Ali, s'il te plaît, aide-moi. Aide-nous. La voix de Vitus se brisa, il était au bord des larmes. On est coincé ici. Les cartes ne marchent pas. Les billets sont partis. On n'a pas un centime. On n'a rien mangé. Sur l'écran, Aleta prit lentement une gorgée de son café. Oh, vraiment? Quel dommage. J'ai entendu dire que les dîners d'escargots là-bas sont divins. Ali, ne plaisante pas, c'est sérieux. Supplia Vitus. Il s'humilia, mettant de côté son ego. Je suis désolé, Ali. J'ai fait une erreur. J'ai été stupide. Je suis désolé de t'avoir trahi. S'il te plaît, transfère-moi juste un peu d'argent pour qu'on puisse prendre un billet de retour. Je te promets que je te rembourserai dès que je serai rentré à Budapest. Je te supplierai à genoux. Mirella, à côté de Vitus, se pencha vers l'écran, son visage était suppliant. Madame Archer, je vous en prie, madame. C'était ma faute. Aleta rit. Un rire pur et tranchant. Vous êtes drôles tous les deux. Hier tu me traitais encore de femme stupide, et maintenant vous suppliez comme des chats errants. Écoute bien, Vitus. Dit Aleta, son regard se durcissant. Tu as mis fin à notre mariage à l'instant même où tu as envoyé ce message je divorce. Légalement, mes avocats s'occupent de l'affaire, alors ne m'appelle plus jamais ta femme. Mais Ali, je vais mourir ici. C'est ton problème, coupa Aleta. Je suis occupé. Je bâtis mon entreprise, je développe mes affaires, ce qui était freiné jusqu'à présent par le fait que je devais m'occuper d'un mari aussi gâté que toi. Maintenant que je me suis débarrassé du fardeau nommé Vitus, mon entreprise s'envole. Je profite seul de ma fortune avec ma fille, sans parasite. Ali, au moins pour Senj. Vitus essaya de jouer sa dernière carte, sa fille. Le visage d'Aleta devint dur comme la pierre. Ne t'avise pas de prononcer le nom de ma fille avec ta bouche sale. J'ai déjà dit à Senj que son père était parti pour un long voyage, et qu'il ne reviendrait peut-être pas parce qu'il a choisi le mauvais chemin. Elle va bien. Elle est heureuse sans un père qui vole sa mère. Ali, s'il te plaît. Assez, Vitus. Profite de tes vacances. Tu veux être sans abri à Paris? Fais-le. C'est une punition appropriée pour un homme qui nourrit sa maîtresse avec l'argent de sa femme. Et pour toi, Mirella. Aleta regarda Mirella droit dans les yeux à travers l'écran. Tu peux le garder. Il est à toi gratuitement maintenant. Sans fortune, sans position, sans dignité. Profite bien des ordures que tu as volées. Clic. L'appel fut coupé. Vitus fixa l'écran de téléphone vide. C'était sans espoir. Son dernier espoir venait d'être cruellement anéanti. Elle va vraiment nous laisser mourir, murmura Mirella, son visage était blanc comme un linge. Le soleil s'apprêtait à se coucher. Les lampadaires s'allumèrent. L'air devint de plus en plus froid. La douleur lancinante dans leurs estomacs s'intensifia. Ils se levèrent du banc, mais ils n'avaient nulle part où aller. Vends la valise, dit soudain Mirella. Cherchons un mont-de-piété. C'est une vraie Louis Vuitton, n'est-ce pas? Ça doit valoir quelque chose. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Vitus. C'est vrai. La valise élevée valait plusieurs centaines de milliers. S'il la vendait, cela suffirait peut-être pour de la nourriture et un motel bon marché pour quelques nuits. Ils marchèrent, cherchèrent un dépôt-vente de luxe ou un mont-de-piété. Après, plus d'un mille de marche, avec des ampoules aux pieds, ils trouvèrent une boutique de vintage encore ouverte. Vitus entra avec assurance et posa la valise sur le comptoir. Je veux la vendre. C'est une Louis Vuitton originale, dit Vitus dans un anglais approximatif. Le gérant, un vieil homme à lunettes, examina la valise. Il vérifia le numéro de série, toucha le matériau, puis vérifia la poignée. Le vieil homme secoua la tête. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas la reprendre. Pourquoi pas? Elle est originale. Je l'ai achetée dans la boutique de marque à Manhattan. S'écria Vitus avec panique. Elle est peut-être originale, répondit l'homme avec un fort accent français. Mais la poignée est endommagée, les roues coincent, et il y a une grande éraflure sur le fond. Son état est mauvais. De plus, ce modèle est vieux, il n'y a pas de grande demande. Nous n'achetons pas de Camelot. Camelot. Encore ce mot.
Ils furent expulsés de la boutique. Cette nuit-là, sous le pont magnifique du Pont-Neuf, 2 citoyens hongrois se recroquevillèrent, dos à dos. Vitus serrait sa valise vide et invendable. Mirella pleurait en silence, ses larmes étaient déjà taries. Au-delà de l'eau, un bateau-mouche passait sur la Seine, baigné de lumière, plein des bruits de fête. Les gens dansaient, mangeaient et riaient. Pendant ce temps, Vitus et Mirella, le directeur et le mannequin, étaient officiellement devenus des sans-abri dans l'une des villes les plus chères du monde. L'estomac de Vitus rompit le silence. Pathétique par un bruyant gargouillement. « Je te déteste, Vitus », murmura Mirella dans l'air froid de la nuit. « Je me déteste aussi », pensa Vitus, fermant les yeux, souhaitant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais le froid qui s'infiltrait dans leur peau était trop réel pour être nié. 2 semaines passèrent. Paris n'était plus la ville lumière, mais le tombeau, froid de la dignité de Vitus. L'hiver s'installa, gelant les derniers restes de Vitus. Son humanité. Mirella était partie il y a 3 jours. Elle avait disparu avec un homme étranger plus âgé qu'elle avait rencontré dans un bar, et qui était prêt à échanger son corps contre un repas chaud et un lit, laissant Vitus seul, serrant sa valise Louis Vuitton vide dans un couloir de métro à l'odeur d'urine. Quand la police de l'immigration fit finalement une rafle de routine, Vitus ne s'enfuit pas. Il se rendit avec un regard vide, se résignant à son sort, passeport expiré, visa dépassé. Dans la camionnette qui l'emmenait au centre de Quat. Rétention, Vitus regardait son reflet sur le pare-brise. Il n'était plus ni directeur ni mari. Il n'était qu'un sac de déchets, prêt à être renvoyé de force, en Hongrie pour faire face à une réalité bien plus cruelle. L'avion atterrit à Budapest, à l'aéroport Liszt Ferenc, pendant qu'une pluie battante inondait la ville. Le ciel était d'un gris morose et larmoyant, exactement comme l'avenir de l'homme assis au tout dernier rang de la classe économique, escorté par 2 agents de l'immigration au visage sévère. Vitus, Archer était rentré au pays. Mais ce retour était diamétralement différent. Son départ 2 semaines plus tôt. Pas de salon exclusif, pas de champagne, pas de sourire suffisant. Il portait un sweat à capuche usé qu'il avait reçu des travailleurs sociaux français. Son visage était émacié, négligé, couvert d'une barbe de plusieurs jours, et ses yeux étaient vides, la lumière s'y était éteinte. Son odeur corporelle était un mélange de sueur rance et de désespoir. Au moment où les roues touchèrent le béton, Vitus se rappela ce message cruel qu'il avait envoyé à Aletta. « Adieu, espèce de femme divorcée ruinée », avait-il écrit alors. L'ironie le frappa si fort qu'il commença à avoir la nausée. Maintenant, c'était lui qui était ruiné. En fortune, en dignité et en morale. « On y va », ordonna l'agent à ses côtés dès que l'avion fut complètement arrêté. Vitus fut escorté. Il espérait pouvoir se glisser hors de l'aéroport et disparaître dans les ruelles étroites de la ville. Mais, là, grand maître d'échecs, Aletta, avait toujours 10 coups d'avance. Elle n'avait pas seulement bloqué ses cartes bancaires. Elle avait aussi organisé un accueil, approprié pour son mari. Directement à la passerelle de débarquement, 4 agents de la direction de la police de l'aéroport attendaient. L'un d'eux tenait un dossier rouge à la main. « Vitus Archer ?» demanda l'agent sévèrement. Vitus hocha faiblement la tête, ses genoux tremblaient. « Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds de 5 milliards de forints chez Archer. Entreprise, falsification de documents patrimoniaux et vol de bijoux. Voici le mandat d'arrêt. » Vitus n'eut pas le temps de se défendre. Clic, des menottes froides se refermèrent autour de ses poignets. Le son était plus terrifiant qu'un arrêt de mort. Les autres passagers qui descendaient le dévisagèrent. Certains chuchotaient, d'autres filmaient avec leur téléphone. Vitus baissa la tête profondément, souhaitant que le sol de l'aéroport s'ouvre et l'engloutisse. 3 jours plus tard, au parloir de la prison de la rue Cosma, Vitus était assis sur une chaise en métal froid. Il portait un uniforme de détenu orange. Ses cheveux avaient été rasés de force. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans. Il attendait nerveusement. Son avocat commis d'office car il ne pouvait pas payer d'avocat privé lui avait dit que quelqu'un voulait le voir. La porte s'ouvrit. Une odeur de parfum de prix entra, une odeur de vanille et de rose, que Vitus connaissait si bien. L'odeur de la maison, l'odeur du luxe qu'il avait jeté. Aletta entra. Elle était superbe. Elle portait une robe en soie bleue marine qui épousait élégamment son corps. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon ordonné, son visage était frais grâce à un maquillage léger. À la main, elle portait un vrai sac Hermès, pas une valise pleine d'ordures comme celle que Vitus avait portée. Aletta s'assit en face de Vitus, séparée par une vitre. Il n'y avait aucune émotion sur son visage, seulement un calme spectral, comme la surface d'un lac. Avant la tempête. Ali. La voix de Vitus était un murmure enroué, brisé par des sanglots étouffés. Aletta, je suis tellement désolé. Aletta le regardait intensément.
Bonjour Vitus. Comment se sont passées tes vacances? J'ai entendu dire que tu as été expulsé parce que tu mendiais sur les champs, Élysée. C'est assez gênant pour un ancien directeur. J'ai fait une erreur, Ali. J'ai été stupide. Vitus pressa son front contre la vitre, essayant de l'atteindre. Mais Aletta se recula avec dégoût. S'il te plaît, retire la plainte, Ali. Je ne veux pas aller en prison. Je ferai n'importe quoi. Je serai ton serviteur, ton chauffeur, n'importe quoi. Pour l'amour de Senj, Ali, Senj a besoin de son père. À l'évocation du nom de Senj, les yeux d'Aletta lancèrent un éclair. Ne t'avise pas de prononcer le nom de ma fille. Tu as perdu tout droit de dire son nom à l'instant même où tu as essayé de voler son avenir pour faire la fête avec. 7. Mirella m'a forcé. C'est elle qui m'a incité à tout. Vitus. Essayait de rejeter la responsabilité, sa lâcheté refaisant surface. Aletta laissa échapper un rire bref et tranchant. Tu accuses toujours les autres. C'est Vitus, en réalité je savais déjà pour ta liaison il y a 6 mois. Je suis restée silencieuse. Je t'ai donné une chance. J'attendais que tu reprennes tes esprits. Mais qu'as-tu fait? Tu as projeté de sucer toute ma fortune. Tu croyais que cet avocat était stupide? Tu croyais que je ne savais pas que tu falsifiais ma signature? Les yeux de Vitus s'écarquillèrent. Alors, tout ça? Tout n'était qu'un piège, tout, répondit Aletta calmement. Les 800 millions de forains que j'ai transférés sur ta carte provenaient d'un compte virtuel que j'avais configuré pour se bloquer automatiquement dès qu'il détectait une transaction à l'étranger. Les documents patrimoniaux que tu as emportés étaient des photocopies couleur, ils n'ont aucune force juridique. Et cette valise. Aletta sourit, un sourire qui glaça le sang de Vitus. Cette valise était mon chef-d'œuvre. Je voulais que tu sentes ce que c'est que d'être au sommet de l'espoir, puis de s'écraser au fond de la réalité. Au moment où tu as ouvert cette valise dans un hôtel 5 étoiles, et que tu as vu les vieilles blouses, à ce moment-là j'ai ressenti une véritable satisfaction. Tu as échangé une épouse de diamants contre des briques. Eh bien, je t'ai donné de vraies briques. Vitus sanglotait de manière incontrôlable. Il avait le cœur brisé, non par le repentir, mais par la réalisation qu'il avait été totalement vaincu. Cette femme, qu'il avait toujours sous-estimée, l'avait surclassé tactiquement, l'avait surpassé en intelligence et l'avait dominé moralement. Combien de temps je vais passer en prison? Demanda-t-il doucement. Mes avocats ont préparé un acte d'accusation comportant plusieurs chefs. Détournement de fonds, falsification, vol commis sur une valeur particulièrement importante. Avec mes preuves, c'est minimum 12 ans, répondit Aletta froidement. Et quand tu sortiras, tu seras vieux, ruiné et seul. Personne n'embauchera un ancien détenu qui a détourné de l'argent. Tu es cruel, Ali. Cruel, Aletta se leva, se penchant en avant. Tu voulais me laisser avec ma fille sans qu'il nous reste un centime. Tu voulais que nous souffrions pendant que tu t'amusais, en Europe. Je ne fais que te rendre ce que tu as semé, Vitus. C'est ta récolte. Den. Aletta ajusta son sac, s'apprêtant à partir. Oh, et encore une chose, retourna-t-elle à la porte. J'ai déjà déposé la demande de divorce, et comme tu es ici à l'intérieur, tu n'obtiens rien. La garde exclusive de Xenjeta, moi. Toute la fortune m'est revenue. Et la maison de tes parents, que tu avais, secrètement hypothéquée l'année dernière à cause de tes dettes de jeu en ligne. La banque allait déjà la saisir, mais je l'ai rachetée. Tes parents habitent maintenant là, grâce à ma charité, alors n'attends pas d'aide de leur part. Vitus glissa de sa chaise. Il s'effondra sur le sol froid, hurlant, silencieusement de douleur. Il était perdu. Tout était perdu. Sa propre avidité l'avait écorché vif. Adieu Vitus. Profite de ton nouveau monde, dit Aletta, puis elle sortit sans un seul regard en arrière. 1 an plus tard, un restaurant de toit terrasse de luxe à Budapest était rempli, de rires et de tintements de verre. Aletta se tenait au milieu de la salle, un verre de vin à la main, entouré de ses partenaires commerciaux et de ses amis proches. Il célébrait l'expansion de son entreprise sur le marché international. Félicitations, Madame Archer. C'est une performance incroyable cette année, loua un investisseur étranger. Merci. Tout cela est dû au travail acharné de mon équipe et à cette paix de l'esprit qui vient du fait de s'être débarrassé des déchets toxiques, répondit Aletta avec un sourire significatif. Dans un coin de la salle, Senj, qui avait déjà 6 ans, jouait joyeusement avec sa nounou. L'enfant grandissait intelligemment et joyeusement, loin de l'ombre toxique de son père. Aletta sortit sur le balcon et regarda les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Le vent de la nuit caressa son visage. Elle se sentait libre, totalement libre. Elle se remémora la dernière nouvelle qu'elle avait entendue de Mirella. La femme avait été arrêtée à la frontière,
italienne lors d'une rafle contre l'immigration et la prostitution. Maintenant, elle croupit dans une prison pour femmes, et personne ne lui rend visite. Quand, à Vitus, il passe son temps en prison, étant une cible fréquente pour les autres détenus qui méprisent les criminels en col blanc. La justice avait trouvé son chemin. Aletta but une gorgée de son vin. Son goût était doux, aussi doux que la victoire. Elle avait appris une leçon importante, ne réveille jamais la lionne, qui dort, et ne sous-estime jamais l'épouse silencieuse. Car quand une épouse, bon cœur devient impitoyable, même le diable s'assoit pour prendre des notes. Aletta sourit, puis se retourna vers la fête, laissant derrière elle le passé, sombre, et embrassant l'avenir qui brillait plus fort que les diamants que son mari n'avait pas pu voler. 5 ans plus tard, le soleil doré de l'après-midi filtrait doucement à travers les feuilles des palmiers, jetant des ombres chaudes sur la terrasse d'une villa privée à Tiani. Dans l'air flottaient des odeurs d'eau salée et de jasmin en fleurs, un monde de tranquillité, loin du bruit de Budapest, et à 1 million d'années-lumière des souvenirs des salles d'audience et des prisons. Aletta se reposait dans une confortable chaise en rotin, un livre épais sur ses genoux. Elle n'était plus cette Aletta qui, 5 ans auparavant, était assise dans un salon sombre, attendant avec anxiété le retour de son mari. L'Aletta d'aujourd'hui paraissait beaucoup plus jeune. Sa peau rayonnait de santé, et les rides d'inquiétude avaient totalement disparu de son visage, laissant la place aux rides d'un sourire sincère. « Maman, maman, regarde !» Un cri joyeux rompit la rêverie d'Aletta. Senj, qui avait maintenant 10 ans, monta en courant les escaliers en bois de la villa. Ses longs cheveux flottaient derrière elle, son visage rayonnait de bonheur. À la main, elle tenait un petit trophée doré. Encore la première place au concours de piano ? Demanda Aletta, ouvrant les bras pour accueillir l'étreinte de sa fille. Oui, le jury a dit que ma lettre à Élise était parfaite. Annonça fièrement Senj, les yeux pétillants. Oncle Zalana aussi dit que mon tempo était juste comme il faut. Aletta sourit largement, embrassa le sommet de la tête de Senj. C'est ma fille. Maman est tellement fière de toi. À l'évocation du nom de Zalan, Aletta se tourna vers le sentier. Un bel homme marchait vers eux, vêtu d'une chemise en lin blanc aux manches retroussées. Il avait un visage calme et ses yeux se plissaient gentiment quand il souriait. Aletta avait rencontré Zalan, un paysagiste de renom, lors d'un projet caritatif, il y a 2 ans. Il était l'opposé total de Vitus. Zalan n'avait jamais posé de questions sur le compte bancaire d'Aletta. Il n'avait jamais demandé d'articles de luxe. Au contraire, c'était lui qui rappelait souvent à Aletta de faire une pause dans son acharnement au travail. Zalan aimait Senj comme si elle était la sienne, et ne l'utilisait pas comme un outil pour manipuler sa mère. Félicitations, princesse. Salua Zalan, et il tendit à Senj une glace à la fraise, le prix spécial pour la meilleure pianiste de Tiani. Merci, oncle Zalan. Senj prit la glace et s'échappa vers la balançoire dans le jardin. Zalan s'assit à côté d'Aletta, prit sa main et la serra doucement. Elle grandit si heureuse, Ali. Tu as réussi. Aletta regardait Senj rire sur la balançoire. Son cœur s'emplit de chaleur. Sa plus grande peur lors de son divorce d'avec Vitus était que Senj grandisse avec le traumatisme d'une famille brisée. Mais il s'est avéré que l'élimination de la source du poison avait permis au petit arbre de s'épanouir. Sans dispute parentale et sans hypocrisie, Senj était devenue une enfant confiante et aimante. Autrefois, je pensais que mon bonheur avait été anéanti quand Vitus m'a trahi, murmura Aletta, regardant le soleil s'apprêter à se coucher sur le lac Balaton. Il s'est avéré que ce n'était que la manière de Dieu de nettoyer le chemin pour le vrai bonheur. Le passé est fini, Ali, dit Zalan doucement. Vitus a purgé sa peine. Tu as obtenu ta justice. Maintenant il est temps de profiter de la récolte. Aletta hocha la tête. C'était vrai. La dernière nouvelle qu'elle n'avait pas cherchée, mais que son avocat lui avait communiquée, était que Vitus avait été libéré conditionnellement le mois dernier. Son ex-mari fait maintenant des travaux occasionnels dans un entrepôt, vit dans un studio étroit, ayant vieilli, prématurément et étant en mauvaise santé. Pas de Mirella, pas de fortune, pas de respect. Mais d'une manière étrange, Aletta ne ressentait plus de satisfaction, en entendant cela. Juste de la neutralité. La haine s'était envolée parce que Vitus n'était plus important. Il n'était plus qu'une poussière dans le rétroviseur de sa vie, qui filait vers l'avant. Tu as raison, répondit Aletta. Elle regarda Zalan, puis la bague de fiançailles simple mais élégante à son doigt. La bague que Zalan lui avait offerte la semaine dernière. Ce n'était pas un énorme diamant pour la frime, mais une bague qu'il avait lui-même conçue, pleine de sens. J'ai déjà gagné, se murmura Aletta à elle-même. Pas parce que Vitus était ruiné, pas parce que Mirella souffrait, mais parce qu'Aletta avait été capable de se relever. Elle avait élevé sa fille avec succès. Elle avait bâti son empire, commercial encore plus grand. Et le plus important,
Elle avait été capable d'ouvrir à nouveau son cœur à un amour sain et sincère. Le soleil finit par disparaître totalement sous l'horizon, teintant le ciel de pourpre. Allons, dîner, dit Zala. Senj a demandé une pizza maison. Allons-y. Aleta se leva, prit le bras de son futur mari. Ils entrèrent dans la villa, chaleureuse et lumineuse. Le rire de Senj, l'odeur du repas en préparation et la chaleur de leur petite famille remplissaient l'espace. Dehors, la nuit était, être sombre, mais dans le cœur d'Aleta, un nouveau jour venait de se lever, brillant plus fort que jamais.